Fin du 19e siècle, les ports de la Baltique russe accueillent des marins de toute l'Europe. Entre deux traversées, ils se reposent à quai et profitent de la vie avant de repartir en mer. En plus des marins, d'autres étrangers de l'Ouest s'implantent petit à petit, comme patrons ou commerçants, dans les villes industrielles de l'Empire. Cette ouverture sur le monde s'accompagne de l'arrivée du ballon rond. De petites équipes, d'abord ouvrières puis aristocratiques, voient le jour à Saint-Pétersbourg, Moscou et Odessa. Elles s'affrontent en amicale ou dans de petites compétitions. Après 20 ans de foot amateur, l'Empire organise ses premiers matchs internationaux avec une sélection bricolée pour l'occasion. Il n'existe aucune structure, ni joueur ou entraîneur professionnel. En 1910, cette première sélection affronte la Bohême et Moravie, 2 victoires. En 1911, 3 défaites face à une équipe d'amateurs anglais et 1 nul en Finlande. Puis, vient la première participation à une compétition internationale, les JO de 1912 en Suède. La sélection est défaite pour son premier match face à la Finlande, puis se fait écraser par la sélection allemande, avant de perdre son 3e match face à la Norvège. La compétition s'arrête là. Si cet échec n'entame pas le moral des joueurs, les matchs s'enchaînent et se ressemblent. 2 défaites face à la Hongrie, l'année suivante 2 défaites face à la Suède, enfin, en juillet 1914, 2 nuls face à la Suède. Le premier conflit mondial éclate quelques jours plus tard, avant de plonger dans la Révolution en 1917. Le foot disparaît jusqu'à ce que le contexte politique du pays se pacifie, c'est-à-dire en 1924. Dès 1923, les soviétiques s'entraînent avec une tournée en Europe du Nord et des entraînements face à des équipes ouvrières. Mais ces résultats sont sans importance puisque ce n'est qu'une année plus tard que la sélection est officiellement créée. Ces 2 premiers matchs sont programmés contre la Turquie dans des conditions extrêmes. Il neige depuis plus d'1 semaine, le terrain est gelé sur plusieurs centimètres de profondeur, mais les spectateurs sont là. Après ça, la sélection disparaît. La raison est toute simple, un nouveau dirigeant est nommé à la mort de Lénine, Joseph Staline. Ce dernier impose de nouvelles relations avec les pays de l'Ouest. Toute relation doit être coupée, et notamment dans le sport. D'après lui, l'idéologie communiste rejette toute forme de compétition, élevant la performance individuelle en triomphe au détriment du collectif. Le sport et le foot ne disparaissent pas pour autant. Ils continuent sous la forme de loisirs à huis clos, dans le pays. Pour valoriser le foot non professionnel dans le pays, Staline lance une vague de développement des structures et des stades au début des années 30. Le foot accompagne l'arrivée massive des ouvriers en ville. Un moyen d'entretenir la culture physique des soviétiques et de militariser les corps en vue d'un conflit. Le gouvernement soviétique théorise ce mouvement, la Fizkultura. Élaborée dans les années 20, elle consiste à repenser le sport à partir de l'idéologie communiste. De créer un nouvel homme, l'Homo Sovieticus. En d'autres termes, le sport doit servir à unifier le peuple derrière son régime. Donc les 280 millions d'habitants, avec des langues et des cultures différentes, éviter les problèmes de santé publique, d'hygiène et de délinquance, tout en démontrant la supériorité de l'homme soviétique. Derrière ces images d'unité et d'hommes nouveaux se cache la misère, la pauvreté et la violence du régime totalitaire. Le foot sert le pouvoir, dans un contexte de montée des tensions avec le nazisme par exemple. Le gardien devient le rempart face à la crainte d'une attaque ennemie. Parmi les chants de supporters, on entend « Gardien de but, prépare-toi à la bataille. Tu es une sentinelle devant tes buts. Imagine que c'est la frontière de l'État qui est tracée derrière toi. » Mais le foot peut aussi se retourner contre le pouvoir. Les soviétiques ont critiqué le pouvoir sans limite de Staline, au travers de chants de supporters et dans les affrontements en tribune. S'il n'y a pas de traces de ces débordements, on peut voir une réminiscence de cette contestation dans le stade turc du Beşiktaş. Le supporterisme des Karchi reste aujourd'hui, comme hier, le seul moyen d'expression pour contester la politique de Erdogan. Puisé dans les valises des marins de la fin du 19e siècle, le foot fait une éruption rapide dans le monde russe avant de disparaître. L'arrivée du système stalinien bannit l'esprit de compétition au profit d'un outil d'éducation afin de préparer le pays à des heures plus sombres. Si l'on voit réapparaître la sélection brièvement de 1931 à 1935, c'est pour affronter la sélection turque. Puis elle disparaît à nouveau jusqu'en 1946. Entre-temps, la Seconde Guerre mondiale a coûté la vie à plus de 20 millions de soviétiques. L'URSS est incapable de participer à une compétition, les nouvelles générations sont décimées. En 1952, après des années d'absence, l'URSS honore sa première participation à une compétition internationale. Ce revirement n'est que la première marche d'un nouvel âge sportif, gangréné par l'intérêt géopolitique qu'il représente. Le sport devient l'espace d'une violence ritualisée, une troisième voie entre la paix et la guerre.